Alors, on va commencer. Vous me permettrez, avant d'ouvrir ce conseil, d'avoir une pensée pour mon collègue. La journée a été un peu difficile, vous en doutez bien. Il nous a quittés cette semaine, après une maladie quand même très très courte. Au-delà de mon binôme, pour ceux qui l'ont côtoyé, c'était pas un binôme, c'était un ami. Je sais que tous ceux qui l'ont côtoyé, que ce soit au SDIS, que ce soit au niveau du conseil départemental, reconnaissaient sa gentillesse, sa gaieté, mais surtout sa simplicité. Donc si vous voulez bien, je vais vous demander de vous lever et que nous fassions une minute de silence. Alors, on va donc ouvrir le conseil communautaire. Alors, les pouvoirs. Alors, Madame Evenot donne pouvoir à Monsieur Piédalu, Monsieur Pelletier donne pouvoir à Madame Groslo, Monsieur Lesage donne pouvoir à Monsieur Bonin, Madame Parpaillon à Madame Thibault, Madame Le Goff à Monsieur Eudouin, Madame Bertrand à Monsieur Charpentier, Madame Joly à Monsieur Fabre, Madame Baudry à Madame Barrault, Monsieur Pelot à Monsieur Sautreau, Madame Poupée à moi-même, Monsieur Candriot à David Marcheguet qui va arriver, il vient d'appeler, il aura 5 minutes de retard. Monsieur Kubrick donne pouvoir à Madame Pierre. C'est bon. C'est bon, je l'ai dit ? Oui, c'est bon, je l'ai dit. Oui, voilà. Donc voilà pour les pouvoirs, merci. Secrétaire de séance, je vous propose Laurence Peigné, si elle est là, ou Yann Pelletier, ou Béatrice Pierre. Est-ce que quelqu'un est preneur ? Oui, Madame Pierre ? D'accord, merci beaucoup. Alors, y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 24 mars 2022 ? Non ? Très bien. Ensuite, vous avez pris connaissance donc, des délibérations qui ont été prises par le bureau communautaire et ensuite des décisions que j'ai pu prendre. Y a-t-il des observations ? Non ? Merci. Eh bien, écoutez, on va rentrer donc dans le vif du sujet avec le conseil. Et donc, le premier point, ça concerne donc le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes. Vous aviez reçu donc le rapport. Elle a contrôlé les comptes et la gestion de la communauté de communes depuis sa création donc en 2017. Et ce contrôle s'inscrivait dans le cadre d'une enquête nationale des juridictions financières sur l'intercommunalité visant à dresser un point d'étape de la réforme qu'a constitué la loi NOTRe le 16 août 2015. Donc l'entretien d'ouverture et de clôture se sont tenus le 13 juillet et le 21 octobre 2021, donc avec moi et avec Nicolas. Voilà, donc après, ils sont allés dans différents locaux de la communauté de communes. Voilà. Et donc, les investigations ont porté plus particulièrement sur les points que vous aviez sur l'ordre du jour, donc la gouvernance, l'organisation et la gestion des risques, l'intégration communautaire, les équilibres financiers intercommunaux, les services publics rendus aux usagers, la collecte des déchets, le développement économique, la gestion des ressources humaines, la qualité de l'information budgétaire et comptable, et puis la situation financière. Donc, si vous m'en êtes d'accord, je ne vais pas vous lire le rapport dans son intégralité. 64 pages, c'est comme vous voulez. Mais nous allons prendre le temps d'aborder chaque point avec les recommandations qu'ils nous ont faites. Et puis, au gré des recommandations, après chaque recommandation, si vous le voulez bien, je ferai un point d'étape. Et puis, si vous avez des questions à poser, ça vous permettra de les poser. Et on y répondra dans la mesure de nos possibilités. Alors, on va lancer donc le petit diaporama. Pas de questions là-dessus, c'est bon ? Donc, vous allez avoir donc, les recommandations qui vont s'afficher. Donc, la recommandation numéro 1,
c'était donc d'assurer la représentativité du Conseil de développement. Voilà. Donc, sur une conclusion intermédiaire, il nous est dit les modalités de gouvernance retenues assurent une représentativité équilibrée des communes membres, répartition des sièges, charte de gouvernance, conférence des maires. La recherche d'un consensus au sein de ces dernières a pu ralentir des projets compte tenu de la taille de PCI. La représentativité du Conseil de développement pourrait être améliorée, conformément à l'article, pour mieux prendre en considération les réalités vécues par les usagers. Juste une petite observation, quand on a une recommandation, ensuite on avait évidemment un droit de réponse. Donc on a opéré le droit de réponse, mais bon, du coup le rapport définitif ne tient pas compte des réponses, mais on leur a adressé, nous, les réponses que je vais vous donner en même temps, puisque du coup on leur a répondu qu'en 2020, suite aux élections municipales et au renouvellement du conseil communautaire, le conseil de développement a été renouvelé autour des 3 axes du projet de territoire. Donc le collège 1 autour de l'ambition 1 qui était de transformer le potentiel économique, le collège 2 autour de l'ambition 2, conforter l'attraction résidentielle, et le collège 3 autour de l'ambition 3, s'engager pour demain. Au niveau du mode de désignation, on a essayé d'être le plus large possible, avec par voie de presse, on a communiqué par voie de presse, magazine, newsletter. Voilà, je pense qu'on a essayé de faire le plus large possible. Voilà la réponse que nous, on a apportée à la recommandation qui nous était faite. Est-ce qu'à ce niveau-là, Dominique, oui, voilà. Juste rajouter quand même que je pense quand même que ce qu'ils mettent en avant aussi, c'est le fait qu'effectivement, au niveau des tranches d'âge et puis aussi de la parité, c'est pas forcément bien respecté. On a quand même 68% d'hommes et donc beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et puis également les catégories socio-professionnelles. C'est vrai qu'on voit dans le conseil de développement, principalement, ce sont très souvent des anciens élus qui viennent, des gens qui se sentent ou qui se sentaient investis avant effectivement de ce qu'est la vie locale et puis enfin la vie intercommunale. Donc on retrouve forcément ces personnes-là. Donc c'est vrai que pourtant on a bien communiqué, je pense, pour pouvoir recruter au niveau du conseil de développement 90 personnes qui soient représentatives du territoire. Bon, après, la remarque, elle est pertinente, hein, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, on voit bien, quand même, dans les conclusions, ils mettent qu'il n'y a pas de difficulté particulière concernant l'exercice des missions. Donc, je pense que le but semble atteint, en tout cas. Oui, moi, je pense. Voilà, oui. On a tout simplement. Pas d'autres observations sur la recommandation 1. Donc, on continue, on passe à la 2. Hop, c'est moi qui ai le truc. Donc, ça concerne l'organisation et la gestion des risques. On avait en recommandation 2, mettre en cohérence les compétences transférées avec les équipements et services gérés par l'EPCI sur l'ensemble de son territoire. Et en conclusion intermédiaire, la fusion a entraîné une montée en compétence des services supports avec la création d'outils mettant progressivement en place un contrôle interne. Mais l'appropriation par les services opérationnels des outils qui leur sont destinés pourrait être encore améliorée. Surtout, et malgré les besoins identifiés, les moyens actuels des services supports ne permettent pas d'envisager leur mutualisation avec les communes membres. Voilà, donc là aussi, on a apporté une réponse qui est: ce travail de mise en cohérence est initié par la communauté de communes, mais dépend également du positionnement des communes du territoire dans le cadre d'un transfert de compétences. Il faut noter quelques avancées, donc on en a déjà parlé, sur ce qui était le RAM, qui aujourd'hui est le RPE, qui va être déployé sur l'ensemble du territoire, normalement en fin d'année, et puis France Service, qui aujourd'hui est plutôt concentré sur une partie du territoire, avec la volonté d'irriguer aussi l'ensemble du territoire. Voilà la réponse que l'on a apportée. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Est-ce qu'il y a des observations sur ce volet-là? Non? Eh bien, écoutez, hop, je continue avec, du coup, c'est moi qui l'ai, la recommandation numéro 3, qui était de développer les mutualisations entre l'EPCI et les communes membres. Alors, à sa création, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a travaillé sur ses statuts pour exercer des compétences stratégiques, comme l'action sociale, sur l'ensemble de son territoire. Elle a toutefois choisi de restituer plutôt que d'élargir certaines compétences, comme la restauration scolaire. Elle n'est pas non plus allée au bout de la détermination de l'intérêt communautaire, si bien que des équipements et services relevant de ces compétences sont encore gérés par des communes membres. Cette situation génère des mises à disposition complexes, synonymes de lourdeur de gestion, et explique la préférence accordée aux services communs à la carte, destinés aux communes membres, au détriment de l'amélioration du faible degré de mutualisation.
Surtout, ce manque d'intégration nuit à la cohérence des politiques publiques menées sur le territoire, par exemple en matière d'enfance et de jeunesse. Le PCI a enfin adopté un projet de territoire utilement complété par des conventions partenariales. Ouais, j'ai pas de choses. Donc voilà, sur la recommandation 3. Remettez-vous bien en face du micro, il n'entend pas au niveau du film. Ok, pardon, d'accord. Donc du coup, sur la recommandation 3, donc on a eu apporté une réponse qui est le développement de la mutualisation constitue une action de projet territoire. Un vice-président, en effet, donc Arnaud a été créé et une commission a été créée pour mener ce travail d'identification des besoins au niveau des communes. On a aussi précisé qu'on a vécu quand même 2 années très particulières qui ont enchaîné, qui sont arrivées avec les élections, c'est-à-dire que le travail de mutualisation, on a un peu peiné à le mettre en place. Les années Covid, une année complète, plus après d'autres difficultés. C'est un travail qui est engagé, Arnaud, hein, qui est relancé et qui va du coup prendre de la force dans les semaines à venir. On vient aussi à votre rencontre pour un peu identifier vos besoins et puis le travailler. Donc voilà ce qu'on a apporté comme réponse. Je veux dire, la recommandation, elle trouve sens, hein, mais aussi on a, nous, une explication pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé plus vite jusqu'à présent. Pas de questions, pas d'observations? Alors, je continue sur la recommandation numéro 4, qui est d'élaborer un plan pluriannuel d'investissement. Donc, par rapport à ses communes membres, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pèse encore relativement peu sur son territoire en termes de ressources et de services, des charges de centralité restant assumées par la ville centre de Luçon et les pôles secondaires. La reprise des investissements des anciennes communautés de communes a limité la capacité à porter de nouveaux investissements structurants. Le PPI intercommunal, comme le pacte financier fiscal, reste à élaborer. Le PPI devra permettre à l'EPCI d'organiser son territoire en y répartissant des équipements adaptés aux enjeux identifiés dans ses documents de planification. Enfin, la fusion a entraîné une stabilisation des dépenses de personnel à compter de 2019 à l'échelle communautaire. Nicolas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions à ce... Alors, je peux te dire éventuellement la réponse que nous avons apportée. Un premier plan pluriannuel d'investissement a été élaboré pendant l'été 2021 et présenté lors du DOB qui s'est tenu en vue de l'adoption des budgets primitifs 2022. Ce premier travail se poursuit sur l'année 2022 avec notamment l'estimation des besoins en investissement nécessaires à la mise en œuvre de la tarification incitative des OM à l'horizon 2026. Ce PPI finalisé sera présenté lors du DOB qui aura lieu fin 2022 avant l'adoption des budgets primitifs en 2023. Y a-t-il des questions sur cette recommandation? Non? C'est bon? Donc je poursuis dans ces cas-là avec la recommandation 5 qui est débuter la mise en cohérence du fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement par l'harmonisation de leur grille tarifaire. Alors, je vais vous lire la conclusion intermédiaire, mais vous l'avez vu. C'est le point qui arrive assez rapidement dans le conseil communautaire. Donc, conscient de l'enjeu représenté par la proximité au sein d'un territoire très étendu, la Comcom fait preuve d'une volonté marquée de se rapprocher des usagers, par exemple en développant la dématérialisation ou l'itinérance de certains de ses services, ou en rendant accessibles ses équipements culturels, sportifs et de loisirs à tous les enfants scolarisés. Pourtant, le dimensionnement des services enfance-jeunesse en particulier n'a pas pris la mesure des besoins croissants à relier aux évolutions de la société. La gestion encore communale de plusieurs équipements fait obstacle à la mise en œuvre d'une politique publique à la fois cohérente à l'échelle communautaire et lisible pour les usagers. On parle donc des ALSH, des EHPAD. 5 ans après la création de l'intercommunalité, de nombreux documents de planification restent encore adoptés, y compris sur des enjeux forts de structuration de l'espace, PLUI, PLH, plan de mobilité rurale. La fusion issue de la loi NOTRe, ah oui, ils disent toujours Notré, c'est vrai, aura également entraîné la nécessité d'harmoniser le fonctionnement de ces services. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur la mise en cohérence, puisque c'est le premier point que nous allons voir tout à l'heure, l'harmonisation de la grille. On part sur la recommandation suivante, qui est donc la 6. Achever l'harmonisation de la tarification du service de collecte des déchets sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne la collecte des déchets, principal service géré par l'intercommunalité, l'égalité des usagers sur le territoire n'est pas assurée en l'absence d'harmonisation achevée des modalités de collecte et de tarification. Le coût du service en redevance incitative est en partie supporté par la taxe payée par les autres contribuables. Le haut niveau des déchets ménagers et assimilés, donc 672 kg par habitant, DGF en 2000, population DGF en 2020, contre la moyenne nationale de 580 kg
par habitant, éloigne de plus en plus le PCI de l'objectif de réduction de ces déchets fixé par la loi, moins 15% en 2030 par rapport à 2010. Le coût du service est appelé à augmenter, notamment si le tout venant collecté en déchetterie poursuit sa hausse en l'absence de rationalisation du réseau. Pourtant, l'intercommunalité a fait le choix de généraliser en 2023 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de repousser à 2026 la mise en place de la redevance incitative qui permettrait de limiter les évolutions négatives à l'œuvre. Cela multiplie également le travail, en particulier de communication, passé sur ce dossier. Ces constats s'expliquent notamment par le retard pris dans l'élaboration d'une stratégie permettant la mesure des enjeux, laquelle devrait être définie dans le prochain plan de prévention et de gestion des déchets prévu dans le projet de territoire. Là aussi, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. On va donc vers une harmonisation. En effet, on a fait le choix. Donc on a répondu lors du Conseil communautaire du 16 septembre 2021. Le Conseil a décidé d'étendre et d'harmoniser la TOM sur l'ensemble du territoire intercommunal au 1er janvier 2023. Cependant, il est rappelé que cette harmonisation vers la TOM est transitoire en attendant la mise en œuvre de la redevance incitative sur l'ensemble du territoire intercommunal au 1er janvier 2026. Pas d'observation? En quel cas, je poursuis avec la 7, qui est même pas la 7 d'ailleurs, qui est une intermédiaire. Ouais. On l'a pas, ils n'ont pas dit. Qui concerne le développement économique, les terrains des zones d'activité économique et les bâtiments relais, en particulier au sein du Vendéopôle, représentent des risques financiers. Peu de ventes ou ventes à perte, loyer ne couvrant pas le remboursement de l'emprunt pour les bâtiments relais. Par la suite, les budgets annexes correspondants se caractérisent par un encours de dette élevé et un déficit de trésorerie structurelle pris en charge par le budget principal. Le principe de transparence implique un suivi des coûts de revient et la comptabilisation des subventions d'équilibre du budget principal vers ces budgets annexes. Là aussi, c'est un travail qui est en cours, on va le voir très rapidement, l'harmonisation des tarifs. Ce travail en effet d'équilibre financier, il est achevé par le service économique, il va vous être présenté, et là du coup quand on met peu de ventes, alors en effet c'est l'histoire, on sait très bien qu'on a eu peu de ventes pendant quelques années, ça s'est inversé, on est aujourd'hui sur une très belle dynamique, vente à perte sans doute, là aussi c'est quelque chose qui est en train de s'équilibrer parce qu'on a vraiment calculer les coûts au plus juste. Donc du coup, on va proposer donc, des prix qui correspondent réellement au coût réel, tout simplement. Bruno, rien à ajouter? Non, enfin, on a fait un calcul. Vas-y. Comme tu disais, on a fait un calcul sur les coûts du Vendéopôle, les emprunts qui sont en cours. On a regardé tous les terrains qui sont en cours de vente, les terrains qui devraient être en vente prochainement et qu'on ne vous présentera pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Et on est arrivé à un prix moyen par type de terrain. On a fait ça par taille de terrain et non plus par type de terrain. Avant, c'était si c'était un parking, si c'était un espace vert, si c'était constructible, c'était différent. Maintenant, ça sera par taille de parcelle, c'est-à-dire qu'au-dessous de 3000 m², c'est un prix, puis ainsi de suite, jusqu'à monter au-dessus de 5 hectares. Donc on vous présentera ça au prochain conseil. D'accord. Merci. Pas d'observation? Non, donc je poursuis. Alors, la recommandation 7, homogénéiser au sein des groupes de fonctions le montant d'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, les FSE octroyés aux agents occupant le même poste. Donc là, on n'avait pas. Donc là, on a répondu que c'était un travail aussi qui était en cours. Ce travail d'homogénéisation au sein des groupes de fonctions du montant d'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, donc les FSE, octroyés aux agents a commencé en 2017 à la suite de la fusion. Donc chaque année, une enveloppe est octroyée pour réaliser cet objectif. Voilà. Donc on y vient petit à petit. Mais on l'a bien pris en compte dès la fusion, dès le départ. Sur la recommandation 8, appliquer la durée annuelle du temps de travail de 1607 heures au plus tard au 1er janvier 2022. Donc là, le travail par délibération du 25 novembre 2021, le temps de travail a bien été fixé à 1607 heures à compter du 1er janvier 2022, en supprimant le 13e jour de RTT et une journée qui était ce qu'ils appelaient la journée de la présidente. Les agents de collecte des ordures ménagères continuent de bénéficier d'une dérogation pour travail pénible et de nuit à 1575 heures. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est fait.
Ah ben il y avait tout ça. Alors, si vous voulez bien, vu que j'ai répondu, je vais en exonérer. On va passer à la 9. Je peux passer. Merci, excusez-moi. Hop, non, j'en ai raté une. Voilà. La recommandation 9. Établir un état des restes à réaliser à la clôture de chaque exercice et procéder à leur inscription au compte administratif et au budget. Donc, s'expliquant en partie par la fusion, plusieurs irrégularités ont été relevées en matière de fiabilité des comptes. Si ces derniers n'ont pas pu être retraités en vue de l'analyse financière, de nombreux points doivent être revus pour garantir la sincérité budgétaire et comptable, prévision budgétaire, des dépenses d'investissement du budget principal, inscription des recettes à réaliser, tenue de l'inventaire, amortissement. Donc sur ce volet-là, on aura répondu que l'état des restes à réaliser pour l'année 2021 a été établi en début d'exercice 2022 et que donc désormais cet état sera produit chaque début d'année pour l'année qui vient de s'écouler. Et la 10, c'était fiabiliser l'inventaire dans les meilleurs délais. Et là, non, je n'ai pas de conclusion intermédiaire. Donc du coup, c'est pareil, la réponse a été que le travail conséquent de fiabilisation de l'inventaire a été réalisé en 2019 suite à la fusion. Ce travail a été relancé avec la trésorerie de Luçon pour identifier les dernières discordances entre l'inventaire enregistré auprès du Trésor public et celui constaté au sein de la communauté de communes. Les dernières opérations de fiabilisation devraient avoir lieu cette année, donc en 2022. Voilà. Le résumé et surtout les recommandations faites par la CRC, les réponses que nous avons apportées. Aujourd'hui, le Conseil communautaire est appelé à prendre acte qu'il y a eu un débat autour de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce que vous avez des commentaires à apporter sur ce rapport? Non? Bah écoutez, je vous remercie. Donc, je vous propose de prendre acte du rapport et de considérer que donc, le débat a bien eu lieu. Je vous remercie. Et je vais passer au point suivant qui concerne justement une recommandation, donc c'est très bien, qui est donc la tarification LSH. Je passe la parole à Nicolas en binôme avec Philippe Géant qui est là ce soir. Pardon, je vais être assez bref. Effectivement, la présidente vient de le rappeler. On suit la recommandation de la Cour régionale des comptes, même si on ne l'a pas attendu, Philippe, puisque le travail d'harmonisation, il a déjà débuté il y a un certain nombre d'années, et notamment déjà, je dirais, par les activités proposées, les encadrements, et la finalité, c'est effectivement les tarifs ce soir. Et juste, parce que j'ai laissé la présidente dérouler, c'est vrai que sur la Chambre régionale des comptes, on est plutôt agréablement surpris du rapport qui a été fait, dans la mesure où ils ne sont peut-être pas allés franchement dans le détail de l'ensemble de la structure, l'idée étant plutôt pour eux d'avoir une vision macro, c'était demandé par le gouvernement, finalement des conséquences de la loi NOTRe depuis je dirais que la loi est en vigueur, et dans la mesure où on est la plus grosse interco de Vendée, forcément on faisait un peu je dirais figure de collectivité, en tout cas d'établissement observé. Donc voilà, ils ne sont pas forcément allés au fond des choses. Ce qu'ils nous disent, on n'apprend pas grand chose, hein, on le sait, on en parle assez régulièrement. Il nous reste du travail pour ceux qui en doutaient, et on est à la tâche, n'est-ce pas Philippe? Bonsoir messieurs, dames. J'avais un petit diaporama. Ah oui. Je souris parce qu'au bureau ça n'avait pas marché, alors si ça pouvait marcher ce soir ça serait bien. Donc on n'a effectivement pas attendu le rapport pour commencer à travailler la question de la politique tarifaire. Je vais juste faire un petit rappel peut-être sur l'activité que ça suppose. Donc on a aujourd'hui 8 accueils de loisirs sans hébergement à LSH qui sont gérés par la communauté de communes directement. Ça concerne 1400 enfants sur le territoire, 900 familles, et un équivalent de 250 000 heures facturées en 2021. 250 000 heures, ça ne vous dit pas grand-chose forcément, mais c'est un équivalent d'un fonctionnement d'école de 270 ou 280 enfants, à supposer qu'il n'y ait pas trop d'absentéisme. Ça, c'est pour donner la taille à peu près de l'activité.
Et puis, on a aussi 2 accueils de loisirs associatifs et 2 communaux qui viennent compléter le maillage du territoire. Donc, on va s'attarder forcément sur la tarification, à regarder uniquement ceux gérés par la communauté de communes directement. On a 3 zones de tarifs qui correspondent à 3 anciennes communautés de communes, le bassin herminois, les îles et puis le Pays Né de la Mer, et qui pèsent différemment dans l'activité. Vous voyez que le bassin herminois, c'est autour de presque 50% de l'activité, 46%. Les îles, c'est 34%, et le Pays Né de la Mer, 22%. Ce qui veut dire que chacun apporte aussi sa contribution financière à cette hauteur-là. Et avec une journée qui peut se décomposer un petit peu de façon différente suivant les enfants. Vous avez des enfants qui vont venir dès 7h, 7h30 le matin à l'ouverture et qui auront besoin d'un accueil avant que commence vraiment la journée, généralement autour de 9h. Et puis d'autres qui vont utiliser un transport, parce que s'il n'y avait pas ce transport-là, il y aurait des difficultés d'accès aux équipements, compte tenu du maillage. Donc on a aussi cette presque obligation pour permettre l'accessibilité équitable sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on a notre journée d'activité plus ou moins complète, parce qu'il y a des parents qui utilisent à peu près 10% d'entre eux sous une modalité de demi-journée, avec ou sans repas. Et puis le soir, on retrouve soit d'autres systèmes d'accueil aux alentours de 17h, 17h30, ou de bus qui ramènent les enfants dans la commune. Et ça constitue le tarif, quel que soit l'endroit où on habite la commune. Il n'y a pas de supplément pour l'accueil, il n'y a pas de supplément pour le transport. Tout est compris dans la tarification qui est proposée. On aurait pu faire d'autres choix, mais celui-là paraissait plus pertinent compte tenu des enjeux de maillage et d'accessibilité. Sur l'ensemble des 8 accueils de loisirs, on a essayé de chiffrer, alors c'est pas au centime, mais un ordre de grandeur de la dépense et de la recette, pour comprendre comment sont dépensés les sous, et puis quelle est la nature de la recette. Donc on a en gros 1 200 000 € de budget de fonctionnement, avec 2 tiers consacrés aux frais d'encadrement de personnel, presque 30% consacrés aux prestations de type repas, transport, entrée sur des bases de loisirs ou des choses comme ça, et puis 7% en achat de matériel, de choses dont on a besoin pour faire tourner les équipements. Vous voyez, ça donne une masse de chaque ligne budgétaire, et puis c'est financé à 22% par les tarifs, par les familles, à hauteur de donc 260 000 €, un peu plus de 40% par la CAF et la Caisse nationale d'allocation familiale. Il y a deux sources de financement, les fonds vendéens et les fonds nationaux, à plus de 40%. Des subventions qui contribuent, mais qu'à 3% du budget. CAF et MSA, pardon, vous avez raison. CAF et MSA, j'oublie toujours la MSA. Et puis un reste à financer par la collectivité autour du tiers du budget, à peu près 400 000 €. Ouais. Je vais juste compléter, parce que là c'est l'année 2021, Oui. Il y avait quand même des recettes exceptionnelles de la part de la CAF. Oui. On est plutôt sur du 600 000 € de reste à charge, même 660 sur une année normale. Ce sera le cas dans les comptes administratifs. Donc là c'est vraiment lié au fait que la CAF est intervenue, donc on prend la moitié en charge en fait. Là on est sur les comptes 2021. Toute l'activité que je vais illustrer sera l'activité 2021. C'est la plus récente, avec plus ou moins de justesse effectivement sur la dernière. Ouais. C'est moi. Voilà. Donc la situation actuelle, c'est bien la situation qui a été héritée des pratiques antérieures à la fusion, sur l'organisation. Et la tarification qui arrive, elle vient après les étapes qu'on a passées et commencé à décrire tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de comprendre comment chaque territoire s'était organisé, avec quelle logique il avait fait son offre de services aux familles, comprendre à quels enjeux ça pouvait répondre et comment, à un moment donné, ça faisait tension ou ça faisait cohérence. Voilà, ça a été un petit peu le démarrage. Ensuite, on a eu le travail sur la convention territoriale globale qui nous a permis de porter justement ce regard sur l'ensemble du territoire, de bien identifier les différents bassins, les besoins qui pouvaient être pas tout à fait les mêmes, parfois des besoins de saisonnalité, parfois des besoins d'accompagnement un peu plus forts, de mobilité, etc. Et qui nous a permis donc de signer cette CTG qui, on va le voir, nous apporte quand même un certain nombre de financements et maintient les aides de la Caisse d'allocation familiale.
Ce qui nous manquait pour pousser l'observation du territoire, c'était un logiciel commun aussi à tous les centres de loisirs. C'est-à-dire qu'on avait 8 centres de loisirs et 3 logiciels différents. Ce qui n'apportait pas la même analyse, qui ne portait pas le regard sur les mêmes choses et qui ne permettait pas de croiser une analyse financière suffisante. Donc on a investi dans un logiciel, et puis 2020, il y a eu la Covid. Et donc, beaucoup de perturbations de fonctionnement, des structures confirmées, et ça ne nous a pas permis d'avoir une analyse de fonctionnement suffisante pour éclairer le propos. Ce que nous permet un peu plus 2021. 2021, on a aussi travaillé l'harmonisation des règlements intérieurs, puisqu'il y avait autant de règlements intérieurs que de centres de loisirs, presque. Donc là, vous avez voté en septembre l'année dernière un règlement intérieur commun. Et puis on arrivait donc aujourd'hui à cette étape de tarification. Vous voyez les différentes étapes par lesquelles il a fallu passer. Ça veut dire que depuis 2017, les tarifs n'ont pas changé. Et souvent, ils étaient votés à l'été 2016. Donc on est presque à 5-6 ans de maintien des tarifs antérieurs. Donc voilà ce qui a été travaillé, l'analyse de la composition du tarif, je l'ai indiqué, et puis la nature des prestations. Ce qui a été regardé aussi, c'est la tarification au quotient familial, puisque tous les centres de loisirs n'avaient pas non plus les mêmes tranches de quotient familial. Donc, par contre, tout appliquait la tarification au quotient familial. Donc, le quotient familial, on divise les revenus de la famille par un nombre de parts qui correspond aux personnes qui vivent dans le foyer, puis ça nous dit à peu près le reste à vivre de la famille et donc sa capacité à financer son activité. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et on s'est attaché à croiser avec ce qui avait été décidé il y a quelques années avec l'école de musique, pour éviter que des familles qui viennent sur plusieurs services de la collectivité aillent chercher un coup dans une grille de quotient familial, un coup dans une autre. Voyez. Donc on a essayé de rendre les choses cohérentes. Et donc l'étude qu'on vous proposera, ou la description qu'on vous proposera, se base sur ces tarifications antérieures de l'école de musique. Et puis donc l'analyse de la fréquentation, je vous ai dit tout à l'heure, par la capacité qu'on avait à utiliser le même logiciel, par tranche de ces nouveaux quotients, tranches de quotients familiaux qu'on souhaitait harmoniser, par origine géographique en fonction des tarifs payés sur les anciens territoires. Et puis on a été jusqu'avec les services financiers à sortir chaque facture de chaque famille et de chaque enfant pour pouvoir anticiper sur les conséquences d'une modification de la tarification. Donc ça nous a pris quelques semaines. Et puis on va arriver, ça marche plus. Je suis pas doué, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah voilà. On a essayé de tenir compte des contraintes, pas que techniques. C'était d'abord de ne pas impacter la recette globale forcément à la baisse. Ça paraît une évidence, mais encore faut-il le repréciser. Respecter nos engagements vis-à-vis de la caisse d'allocation familiale. C'est-à-dire qu'on est conventionné avec la caisse d'allocation familiale pour ne pas dépasser un certain tarif, parce que la CAF nous dit ça, vous ne serez plus accessible si vous dépassez. Donc on a signé là-dessus, on a passé la convention territoriale globale là-dessus. Viser une tarification unique pour des questions d'équité d'accès au territoire, aux équipements sur le territoire, et puis essayer de faire plutôt évolution que révolution pour y aller le plus doucement possible pour les familles. Malgré tout, il reste quelques difficultés. Ça a été comment on peut arriver à proposer quelque part une augmentation, mais en maintenant l'accessibilité financière des équipements, de tous les équipements. Donc il a fallu réfléchir à ça peut être quoi le bon tarif, et puis aussi le bon pas, puisque la proposition qu'on va vous faire à travers cette présentation, c'est de faire un petit pas chaque année pendant 6 ans pour arriver à une tarification unique. Donc on a envisagé 4 ans, on a envisagé 6 ans, on a essayé de tordre un peu les choses dans tous les sens, et puis que ce soit la commission enfance jeunesse ou que ce soit le bureau, tout le monde a unanimement dit bah non, il faut y aller plutôt sur cette modalité-là. Je vais vous présenter ensuite. Et puis malgré tout, il y a des fois où il reste des impasses, parce que quand il faut passer de 5 à 10 euros, ça fait doubler le tarif. Et ça, on n'a pas trouvé de solution autre que le passage progressif. Donc les perspectives d'évolution, c'est l'hypothèse d'un pas constant pendant 6 années.
voyez, pour rejoindre le tarif. Alors, il s'appelle Saint-Hermine, mais c'est pas Saint-Hermine qui est stigmatisé, c'est le tarif qui était appliqué et qui est le plus fort aujourd'hui sur les centres de loisirs. De le décrire à travers un système de tranches de quotients familiaux qui existait précédemment et pour lequel on va supprimer un des tarifs pour être en harmonisation avec l'école de la musique. Donc on aura pour le tarif A les parents dont le quotient familial va jusqu'à 500, B de 500 à 700, C de 700 à 900, etc. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut le lire. Et puis vous avez les tarifs actuels en 2021. Si on veut atteindre ceux du bout à droite au bout de 6 ans, il faut augmenter de... Ben, vous avez le pas qui est décrit, donc 20 centimes, ou 25 centimes, ou 40 centimes, ou 50 centimes chaque année, pour arriver au terme des 6 années à une harmonisation des tarifs. Donc ça fait passer par exemple de 2021 à 2022 aux tarifs qui sont décrits là, et puis je pense que le reste vous l'avez dans la proposition de délibération. Ce qu'on a regardé aussi, c'était la moyenne de fréquentation annuelle. On est sur 19 jours, un enfant il vient 19 jours en moyenne sur un accueil de loisirs, avec un minimum d'une demi-journée, il y en a un qui est venu une demi-journée, et puis un maximum de 84 jours. Donc là, ça pèse pas pareil, forcément, l'augmentation. Et avec autant d'enfants qui viennent plus de 13 jours et demi que d'enfants qui viennent moins de 13 jours et demi. Ça vous donne quelques appréciations sur les fréquentations. On a mesuré aussi l'impact que ça pourrait avoir sur les familles. Donc forcément, sur le bassin herminois, ça n'a pas d'impact financier, mais sur les autres, ça fait un peu plus de 400 familles qui ont un impact financier, qui sera inférieur à 21 € annuels pour 381 familles, entre 20 et 40 pour 80 familles, entre 40 et 60 pour 14 familles, etc. Vous voyez, ce qui fait une augmentation maximum entre 80 et 100 € sur les 12 mois de l'année. Voilà, je crois que j'en ai fini de cet exposé. Après, je peux répondre bien évidemment à toute question qui permettrait de mieux comprendre la proposition qui est faite. Des questions. Voilà, enfin, moi je veux saluer le travail qui a été réalisé parce que vraiment on s'est attaché à ce que ce soit très progressif, très respectueux des familles et en même temps il est important et qu'on arrive à avoir un même territoire, on le dit assez souvent, donc il fallait qu'on avance vers ce travail d'uniformisation. Voilà, on a essayé de le faire le plus doux possible, le plus supportable possible. Alors, on sait très bien qu'une augmentation, c'est toujours difficile. Là, on voit bien que le travail est fait vraiment, je peux m'exprimer vraiment dans la dentelle, quoi. Oui. Je ne sais plus, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi est-ce que Luçon n'en fait pas partie ? Oui. Pardon, tout simplement, c'est un choix de la collectivité. De même que dans la Cour des comptes, tout à l'heure on a parlé, dans le rapport de la Cour des comptes, il y a certains transferts qui ne sont pas faits, comme le théâtre Milandi. Qu'est-ce qu'on a enfin voilà. Oui, il y a le théâtre, la maison médicale. La maison médicale, par exemple, voilà, c'est une volonté après politique. Alors, c'est quelque chose qui sera fait à l'avenir ? Que la Cour des comptes pointe justement, oui, effectivement, sur lesquels on commence à travailler. Il faut du temps, il faut que les mentalités évoluent, c'est normal aussi. Et puis, ce n'est jamais une porte fermée, oui. C'est un long travail, je veux dire, ça peut pas être... C'est quelque chose... Question de moyens aussi. On discute, voilà, c'est surtout pas une porte fermée. La première étape, c'était plutôt d'uniformiser ce qu'on a, nous, en maîtrise. Et puis après, en effet, la Cour des comptes le flèche, mais il y a d'autres sujets qu'on va travailler. Voyons, on disait tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure sur le REP, je disais tout à l'heure sur France Loisirs, pardon, France Service, je suis fatiguée. Ouais, je suis fatiguée, ça va être ça. Je n'ai jamais été adhérent, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, voilà, c'est des démarches qu'on franchit petit à petit. On s'est rencontrés, on se rencontre, on discute. Et en effet, si vous avez vu le rapport, si vous l'avez lu en intégralité, il y a le théâtre Milandi, il y a la maison médicale, il y a les centres de loisirs. Voilà.
voilà, c'est vraiment un travail, on essaie de mettre à plat déjà ce que l'on fait, mais avec une réflexion, une ouverture évidemment sur, pour des intégrations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, je vais laisser répondre. On est parti déjà, on est parti sur ce qui avait été fait au niveau de l'école de musique. On est sur la même grille. Voilà, Philippe voulait répondre. On s'est aussi appuyé sur le travail avec la CAF, sur le reste à vivre des familles. Et lorsqu'on fait des tarifications trop grandes, on fait de la ségrégation entre des gens qui sont juste au-dessus du tarif et ceux qui sont tout proches du tarif supérieur, avec des restes à vivre qui sont parfois très différents. Parfois, il vaut mieux gagner 2 € de moins par mois pour avoir le tarif du dessous, parce qu'autrement, ça fait une marge qui est assez conséquente. Il y a 200 € dans le quotient familial, donc c'est pas 200 € dans le ménage. Hein, ouais. Oui. Les familles qui ne venaient pas à l'école de musique de venir parce que les familles n'avaient pas les moyens. Il y a des familles qui ont 2 enfants. Et voilà, ça fait un coût. Et c'est vrai que cette ouverture, et avec le quotient familial, a permis de permettre à un certain nombre de familles de pouvoir pratiquer des activités artistiques. Mais c'est la même chose pour le centre de loisirs. Et je pense que d'avoir le même type de lissage sur l'ensemble de nos tarifs est important. Voilà. Mais après, c'est pareil. Je veux dire, si on veut rester aussi à revenu constant, voilà, on est obligé de passer là-dessus. Et c'est vrai qu'avec la CAF, on a été aidé à ce niveau-là. Je pense que ça se pratique dans beaucoup d'autres centres de loisirs ou d'autres écoles de musique aussi. Non, mais en effet, votre question, en effet, il y a des écarts après de tarifs qui sont minces. On peut se dire qu'on aurait pu contracter. Voilà. Donc en fait, on est parti sur le même schéma, d'abord sur le reste à vivre, en effet, ce travail qui a été fait, et puis on a voulu garder la même grille qui avait été validée par l'école de musique. Peut-être qu'à terme, on arrivera peut-être à faire quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment encore la première étape, la première marche. L'idée, c'est vraiment qu'on aille sur... Ouais, mais vous avez raison, sur votre... En effet, on voit bien qu'il y a des deltas qui sont très très faibles. Ouais. Ben là, on a une vraie logique, de politique de soutien pour que ce soit l'école de musique ou les centres de loisirs. Pas d'autres questions? Oui. Alors, on les a vus ce matin. Mais... Je veux bien répondre. Alors, on a pas toujours du transport toute l'année. Parfois, ça permet de fonctionner. Alors, je pense en août, par exemple, quand il y a moins d'enfants, moins de besoins, d'ouvrir qu'un seul accueil de loisirs au lieu de 3 sur un territoire, de réduire les coûts de fonctionnement ou de réduire le reste à charge en permettant aux enfants, par le transport, d'accéder à l'équipement. Et puis, on en a d'autres où, pendant les vacances scolaires, c'est un peu plus systématique, c'est sur les îles. Parce que souvent, les parents, ils fonctionnent en nord-sud, vous voyez, et puis les circulations des enfants, eux, c'est est-ouest. Et c'était plus sur des trajets de domicile-travail, où il fallait... Enfin, c'était un peu compliqué pour l'accessibilité. Et donc, le levier déplacement était important. Et la CAF a suivi aussi notre analyse en finançant 70% de cet acheminement, ce qui permet de réduire le reste à charge de la collectivité. Alors, on pourrait imaginer, si ce n'était pas satisfaisant, de l'adapter. Donc, il y a Trieste, par exemple, qui en bénéficie, l'île d'Elle, Chaillé-les-Marais. Ça termine à certaines périodes. Et l'Aiguillon. L'Aiguillon, c'est un autre sujet aussi, puisque avec le rythme des 4 jours et demi, il y a des enfants qui finissent le mercredi à midi à Saint-Michel-en-Lerme, sans que les parents puissent
venir chercher leurs enfants. Et donc là, le fait qu'il y ait un transport, ça permet d'amener les enfants jusqu'au centre de loisirs. Voilà, vous voyez, c'est des modalités un peu différentes en fonction des besoins qu'on a perçus chez les familles. Ça répond, Catherine? Au mois d'août, à Noël, Ouais, c'est ça. en fonction Ouais. des sondages famille. Voilà. Oui, C'est ça. oui. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, donc du coup, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre sur cette nouvelle tarification et cette progressivité? Non? Des abstentions? Non. Très bien. Je vous remercie. Merci Philippe. Merci. Alors, je vais passer au point suivant qui concerne politique contractuelle avec le réaménagement de la médiathèque Tête de Réseau à Luçon. Et on est sur un plan de financement. Bon, je ne vais pas vous refaire l'historique de cette médiathèque qui a été construite en 1977 et meublée donc d'une première fois en 1977, ensuite une seconde fois en 2006. En 2020, pour mémoire, on avait agrandi, enfin plutôt installé un modulaire pour externaliser les bureaux, parce que ça empiétait un petit peu trop sur l'espace public. On a aussi une nouvelle salle informatique qui est fermée avec 6 postes, un espace adolescent avec du mobilier, puis des collections tournantes. Et puis, on a aussi des collections de petite enfance qui sont de plein pied pour faciliter l'accessibilité pour les familles. Et puis un espace Dire Autrement qui est plus accessible au personnel à mobilité et vision réduite. Donc il vous est proposé un plan de financement visant à renforcer l'image de modernité, de réaménagement, et du coup ça s'accompagne de travaux de peinture sur les murs et les plafonds des espaces publics, et puis donc de l'équipement mobilier au niveau du bâtiment principal. Le plan de financement, vous l'aviez, avec donc sur l'équipement 170 000 €, sur les travaux de peinture 21 266,91 € pour un total de 191 266,91 €. Et au niveau des recettes, nous avons donc une aide de la DRAC au niveau et du mobilier et des peintures pour 95 633,45 €, le contravent des territoires pour un montant de 56 384,50 € et puis un autofinancement de la Comcom de 39 248,96 €. Du coup, il vous est proposé d'approuver le plan prévisionnel de financement que je viens de vous présenter, de m'autoriser à solliciter pour le mobilier les subventions de l'État et à signer donc les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des questions? Non? Très bien, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je passe au point suivant et on est toujours sur des politiques contractuelles avec toujours l'approbation d'un plan de financement et ça correspond cette fois à la médiathèque de Mareuil et ça concerne les équipements informatiques et audiovisuels qui s'élèvent à un montant de 45 000 € en dépenses. Il vous est proposé en recette une aide de la DRAC pour un montant de 22 500 et puis un autofinancement de la communauté de communes pour un montant de 22 500. Il vous est donc proposé d'approuver le plan prévisionnel de financement tel que je viens de vous le présenter, de m'autoriser à solliciter au taux le plus élevé possible la DGD au titre du concours particulier bibliothèque pour le matériel informatique et à signer les documents. Y a-t-il des questions? Non. Alors pour votre information, Eric me corrigera si je dis une erreur, les travaux se passent normalement. On est plutôt dans les délais au niveau de Mareuil. Hein. On avait une petite inquiétude au départ avec un peu de retard. On est plutôt bien. Oui. Ouais. Le coulage des chapes et le carrelage, c'est prévu pour la semaine prochaine. Donc il n'y aura pas d'accès, a priori, suivant le compte rendu que j'ai pu lire ce matin. D'accord, voilà. Donc du coup, voilà, on est bien dans le timing. On est dans le phasage qui avait été initialement. Commence à intervenir. D'accord.
Ok, voilà, merci beaucoup. Donc, du coup, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Et je passe la parole à Bruno pour les dispositifs d'aide à l'immobilier. Oui. S'allumer. Bonsoir, oui, ça concerne le dispositif que l'on avait voté en septembre 2021. C'était le dispositif qui permettait d'abonder 80 000 € sur les projets des entreprises. Donc on avait monté ça pour aider les entreprises, les plus grosses entreprises, et permettre de les attirer sur le territoire. Donc les bénéficiaires, c'était les TPE de moins de 50 salariés ou les PME de 50 à 250 salariés. Et l'idée, c'était qu'ils devaient respecter au moins une des conditions qui était avoir un projet de développement, créer une nouvelle activité, être innovante, et que le projet immobilier porte sur une réhabilitation ou une friche industrielle, ou d'une friche industrielle. Et donc le montant était fixé à 20% pour les dépenses éligibles pour les TPE et 10% pour les PME, plafonné à 80 000 €. Voilà. On s'est aperçu relativement vite en recevant un certain nombre de projets que le projet était un peu trop ambitieux et allait consommer un peu trop de budget. Et donc on a révisé ce dispositif de la manière suivante. Et c'est ça qu'on vous propose. On laisse le plafond d'aide à 80 000 €. Mais en fait, on fait un plancher de la subvention qui serait porté à 40 000 €, et derrière, on fait des critères qui vont donner des bonifications par rapport en plus des 40 000. Donc il y a un critère création de nouvelles activités qui est 10 000, un critère entreprise innovante 10 000, et un critère réhabilitation d'une friche, donc une bonification de 20 000. Donc comment ça marche? C'est simple, c'est 40 000 € de base s'il rentre dans les critères que l'on a définis plus haut. Et puis derrière, s'il répond à un de ces 3 critères, il a les bonifications. Ça permet d'attirer des entreprises, de continuer bien sûr à attirer des entreprises, mais à limiter les budgets et surtout à avoir un œil plus... d'avoir une manière de gérer le système plus adéquate. Voilà ce qui vous est proposé, donc de remplacer ce que je vous avais expliqué avec les 80 000 de base par d'un 40 000 et un système de bonification. Quelqu'un a-t-il des questions? Non. Et on a déjà des entreprises, pour votre information, qui rentrent dans ces critères et qu'on vous présentera le temps venu. Donc, s'il n'y a pas de questions, ce qui est proposé, c'est de modifier le dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise numéro 1, celui de septembre, et d'approuver celui que je viens de vous présenter. Quelqu'un est-il contre? Non? Abstention? Non? Merci. Merci Bruno pour ce travail. C'est vrai qu'on apprend en marchant, pas toujours facile. Et je passe la parole pour poursuivre à Dominique Bonin sur l'aménagement du territoire. Décidément. Merci Madame la Présidente. Oui, c'est une délibération, donc c'est la passation de convention opérationnelle d'études et d'action foncière avec l'EPF, la commune de La Réorte, bien sûr, et la communauté de communes. Donc, convention tripartite, comme maintenant vous en avez l'habitude. Donc la commune de La Réorte a sollicité l'intervention de l'EPF pour une mission d'acquisition foncière et de portage foncier sur le secteur de Féol. Après une première convention de veille foncière et la réalisation d'une étude de faisabilité urbaine de requalification de l'îlot, il est proposé de poursuivre maintenant la réflexion et d'engager les procédures d'acquisition foncière et les éventuelles démolitions de bâtis dégradés situés dans le périmètre d'intervention de l'EPF de la Vendée. Le périmètre d'intervention donc est d'une superficie de 24 195 m². Il est précisé que ces parcelles sont situées en zone UAF dans le cadre du PLUI de Saint-Hermine. Alors il y a deux zones. Il y a une zone dans le cadre de l'étude qui fait environ 12 865 m² et une zone pour la maîtrise foncière de 11 665 m². Donc il vous est proposé de valider la passation donc, de cette convention tripartite. Voilà. Et puis d'autoriser Madame la Présidente à signer la dite convention et toutes les pièces nécessaires à cette affaire. Est-ce que vous avez des remarques? Madame le maire de La Réorte, non. Très bien. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Donc, voté à l'unanimité, merci. La délibération suivante, donc la 7e, c'est justification à l'utilité d'ouverture à l'urbanisation du PLU de l'Épinot. Alors, la commune d'Épinot donc, souhaite ouvrir à l'urbanisation une zone qui est en 2 AUH. Le code de l'urbanisme précise, donc le prévoit, c'est-à-dire que lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant donc est conseillée. Mais par contre, il faut justifier bien sûr l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité bien sûr opérationnelle d'un tel projet. Donc le PLU de la commune d'Épinot nécessite d'être modifié afin d'ouvrir en partie à l'urbanisation une zone actuellement classée en 2 AUH. La zone est située le long de la rue de l'Océan et de la route départementale N48. L'urbanisation de ce secteur vient repousser les limites de l'agglomération d'Épinot et viendra créer un nouveau paysage donc d'entrée de ville. Cette zone 2AU a été créée dans le cadre de l'élaboration du PLU, approuvé le 20 juin 2013, donc il y a moins de 9 ans. La modification est donc possible. Le projet de modification passe une partie de la zone 2 AUH en zone 1 AUH avec reprise des dispositions applicables en zone 1 AUH dans le règlement et modification de l'orientation d'aménagement et de programmation pour tenir compte des nouveaux périmètres et fixer les principes de composition et de programmation. L'ouverture d'une zone 2AU nécessite notamment de justifier les capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones urbaines et de faisabilité opérationnelle du projet. Donc il y a bien sûr les éléments de contexte qui sont ajoutés à cette délibération. Je ne vais pas vous les énumérer. Sachez simplement que dans le cadre du PADD, on a estimé une production de 80 logements sur la période de 2013 à 2025, donc 60, en continuité de la zone urbanisée donc du bourg. Voilà. Après, il y a des argumentaires donc, qui définissent effectivement des zones qui actuellement sont à urbaniser, avec donc, dans ces zones, notamment le secteur du Jardin de la Frérie, le secteur Léguin et puis l'Affiage. Donc, dans ces zones, il y a encore des potentiels donc, de création, de construction, mais qui sont donc soit en cours de construction ou quasiment achevés. Voilà. Donc, par contre, dans l'attente de l'adoption du PLUI, bien sûr, l'ouverture partielle de la zone donc de l'Eiffage, donc au sud, permettra à la commune de continuer son urbanisation de manière linéaire et de pouvoir maintenir des services publics adaptés à la population. Les propriétaires des parcelles donc, sont disposés à céder le terrain. Le secteur bénéficie également d'une bonne localisation, continuité directe du bourg et des réseaux existants. La densité à prévoir donc, est fixée à environ 15 logements à l'hectare, ce qui équivaut pour ce secteur donc sur une production de 23 logements. La surface de l'opération d'aménagement est approximative de 15 500 m² et ne donnera pas lieu à une réalisation d'études d'impact. Donc il vous est proposé donc, de valider l'argumentaire qui est décrit dans la délibération pour développer donc, dans la présente délibération et justifier l'ouverture à urbaniser de la zone 2 AUH à l'ouest du secteur de l'Eiffage, de motiver l'ouverture de l'urbanisation de la zone du secteur et d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents nécessaires pour la poursuite de la procédure de modification numéro 3 du PLU de la commune d'Épinot. Alors, on prend cette délibération, ce n'est pas pour autant que la modification pourra être approuvée après. Je pense qu'on passera certainement en CDPNAF. Voilà. Donc, ce qu'ils vous ont proposé ce soir. Avez-vous des remarques? Non. Monsieur le maire d'Épinot n'est pas là. Donc, si. Ah, pardon, je ne l'avais pas perçu. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? C'est bien? Ok. Très bien, merci. En tout cas, on portera le dossier ensemble, je pense. Voilà, maintenant, avançons. Écoutez, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Je passe la parole à David pour un dossier environnement. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, la Présidente disait qu'on apprend en marchant avec le plan climat, on construit et en même temps on réfléchit puisque le plan climat effectivement est toujours en cours d'élaboration, vous le savez. Donc on espère le finaliser, on est toujours dans les temps. Donc vous le proposez peut-être soit en début d'été mais plutôt au retour.
Et puis, pour autant, il y a certaines opportunités qui nous amènent à travailler sur des réalisations, et la délibération qui vous est proposée ce soir, c'est effectivement de travailler sur l'élaboration d'un schéma directeur de développement des énergies renouvelables, un SDE, sur le Sud-Vendée, sur notre territoire. Et donc l'objectif, il est double. La première, c'est d'étudier les potentialités que notre territoire peut offrir et doit offrir au développement des énergies renouvelables. Alors quand on parle énergie renouvelable, on est bien sur un mix énergétique, donc je parle bien de l'éolien, du photovoltaïque, la méthanisation, la géothermie et puis la filière bois énergie également. Alors quand je parle d'étudier le potentiel du territoire, c'est étudier d'une part les contraintes réglementaires qui s'imposent à ce type de projet-là, mais aussi toute l'acceptabilité sociale ou sociétale qu'il peut y avoir aussi à conduire ce type de développement sur notre territoire. Mais en tout cas, le principe, il est bien de poser ces bases-là, d'élaborer un schéma. Ça veut dire que globalement, on se projette sur une cartographie, une planification des zonages qui pourraient accepter ce développement des énergies renouvelables sur notre territoire, au regard des éléments que j'ai pu citer. Et puis, ce qui permet, dans un autre temps, c'est d'accompagner, justement, une fois qu'on aura identifié ces territoires-là ou ces zones-là, d'identifier les porteurs de projets pour mieux les accompagner sur notre territoire. Actuellement, on voit bien que c'est un petit peu anarchique, on est sollicité, vous êtes sollicité par de l'éolien, du photovoltaïque, de la méthanisation, et on a du mal à encadrer, ou en tout cas à accompagner ce développement des énergies renouvelables sur le territoire. Donc la réflexion est bien de conduire ce schéma directeur des énergies renouvelables. C'est aussi une des actions prioritaires qui est sortie des ateliers qui ont été conduits dans le cadre du plan climat-air-énergie. Donc voilà, on avait déjà identifié une priorité, donc on se doit de travailler vite, mais bien sur cet axe-là. Pardon. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce qu'est ce schéma directeur. Alors pour autant, il n'est pas opposable, ça veut dire qu'il faudra ensuite le traduire dans le futur PLUI. Donc ça, en tout cas, c'est un document d'orientation, c'est un document sur lequel on va pouvoir nous appuyer, et aussi les partenaires, mais pour autant, il ne sera pas opposable. Je préfère quand même être très clair sur ce sujet-là. Donc en interne, on n'a pas forcément les compétences et le temps de conduire cette étude. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'associer ou d'être associé ou d'associer un bureau d'études pour conduire ce schéma qui a une tranche ferme. L'objectif, c'est de faire un diagnostic et de nous emmener sur la stratégie et donc l'élaboration de ce futur schéma. Et puis une tranche optionnelle pour nous accompagner sur la mise en œuvre opérationnelle de ce schéma, au regard des modalités financières qui vous sont proposées, donc à hauteur de 30 000 € avec un financement du CIDEV de 10 000 €. Alors, l'appel d'offres nous dira si effectivement ce budget-là est un budget qui est avéré. Donc on va lancer dans les prochains jours cet appel d'offres et on vous dira si y a nécessité de réactualiser ces financements-là. Voilà, donc je ne sais pas si ça apporte des questions. Le principe, c'est effectivement de valider cette proposition, d'inscrire ces crédits au budget supplémentaire 2022, de solliciter donc les aides du CIDEV à hauteur de 10 000 €, et puis donc d'autoriser la présidente à signer toute pièce s'y rapportant. Voilà, est-ce que ça apporte des... Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. C'est marqué 50% alors que c'est... effectivement. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas cité le pourcentage, j'ai cité les 10 000 €. Voilà. Pas de remarques, pas de questions. Je vous le soumets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. Merci beaucoup, David. On passe au point suivant, qui est donc qui a comme sujet la dissolution du syndicat mixte Vendée Centre Bournezeau, avec une fin de compétence. On va refaire un tout petit peu d'historique, puisqu'à l'origine, ce syndicat, il intéressait deux communautés de communes, qui étaient la communauté de communes du Pays Maroilais et la communauté de communes du Pays de Chantonnay, puisque dans le cadre de la politique départementale des Vendéopôles, la structure porteuse devait regrouper au moins 2 intercommunalités. Donc voilà, on avait fait le choix de s'unir sur ce Vendéopôle. On a travaillé du coup évidemment les 2 intercommunalités, Sud-Vendée Littoral et Chantonnay, et on s'est plutôt mis d'accord sur le sujet, et on s'est orienté vers une dissolution en cours de l'année 2022. Vous le savez, le syndicat il est dissous par le consentement de tous les membres du syndicat qui
devront délibérer sur la dissolution, je crois que c'est fait, sur les modalités de répartition patrimoniale et financière. Les principes retenus pour aller vers cette dissolution, ils sont que le premier, c'est que le parc d'activités est entièrement situé sur le territoire de la communauté de communes du pays de Chantonnay. Les communautés de communes se sont accordées pour un partage de trésorerie calculé sur la valeur nette du bilan au 31 décembre 2021 sur la base de leur engagement respectif dans le syndicat, c'est-à-dire 36% pour la communauté de communes du Sud-Vendée littorale et 64% pour la communauté de communes du pays de Chantonnay. Donc, du coup, la communauté de communes du pays de Chantonnay reprendrait l'ensemble de l'actif et du passif du syndicat mixte. En compensation, la communauté de communes du pays de Chantonnay versera à l'issue de la dissolution à la communauté de communes Sud-Vendée littorale le montant de la trésorerie correspondant à sa part de la situation nette au 31 décembre 2021, soit un montant de 391 819,15 €. Vous avez donc les comptes de gestion qui font apparaître la situation suivante, c'est-à-dire avec un budget principal qui présente un actif d'1 96 737,74 €. Le passif montre une dette de 8 351,20 €. Et donc la situation nette est donc d'1 88 386,54 €. Vous avez donc la répartition, comme je disais, pour la Comcom Sud-Vendée littorale, 36%, 391 819,15 €, et pour le pays de Chantonnay, 696 567,39 €. Le transfert de la compétence du Vendée au pôle de la communauté de communes aura lieu le 1er juin 2022 et l'activité du syndicat se poursuit jusqu'à cette date. La situation financière finale au 31 mai 2022 ne sera connue évidemment qu'après cette date. Donc, dans un premier temps, donc ça se déroule en deux phases. Dans un premier temps, le comité syndical a acté pour une fin de compétences à la date du 1er juin 2022 et le transfert des compétences à la communauté de communes du pays de Chantonnay. Et dans un deuxième temps, le comité syndical fixera donc la répartition de l'actif, du passif et de la trésorerie. Voilà, compte tenu de ce que je viens de vous dire, il vous est proposé de demander au préfet de prononcer la fin de compétences du syndicat mixte Vendée Centre-Bournezeau et le transfert des compétences à la communauté de communes du pays de Chantonnay, de fixer la fin de compétences à la date du 1er juin 2022, de renvoyer à une délibération ultérieure à la date de fin de compétence la répartition de l'actif et du passif avec les montants définitifs sur la base de l'accord indiqué ci-dessus, de décider que les archives du dit syndicat seront transférées à la communauté de communes du pays de Chantonnay, de dire que le sort des personnels à régler est sans objet et de notifier cette délibération au syndicat mixte Vendée Centre-Bournezeau. Y a-t-il des questions ? Non, dans ces cas-là, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je passe au point suivant qui est sur le même ordre, puisqu'il s'agit du retrait du syndicat Sud Vendée Tourisme. Je passerai la parole à Laurent s'il le veut pour compléter ensuite. Donc, pour rappel, le Conseil communautaire avait été amené lors de sa séance du 21 octobre 2021 à se prononcer sur la possibilité de se retirer du syndicat mixte Sud-Vendée Littoral. Pour mémoire, ce syndicat a pour objet de préparer et de mettre en œuvre les actions de promotion et de développement du tourisme qui sont susceptibles de s'inscrire dans le cadre d'un contrat avec l'Europe, l'État, la région ou le département. La communauté de communes, quant à elle, doit exercer obligatoirement, de par la loi, la compétence promotion du tourisme dans sa globalité. C'est pourquoi il avait été acté de demander son retrait du dit syndicat. Le comité syndical du syndicat s'est prononcé lors de sa séance du 14 avril 2022 favorablement à la demande formulée par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Du coup, cette délibération est à son tour présentée au conseil communautaire de ses communes membres afin que chacun statue expressément sur le retrait de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Et ensuite, voilà, ce sera acté, ce retrait est envisagé sous réserve de décision de monsieur le préfet à compter du 1er janvier 2023.
Pour le moment, les conditions financières ne sont pas réglées, puisqu'il est proposé qu'un inventaire des biens et des contrats en cours soit réalisé afin de définir les modalités de répartition entre les membres restants et l'établissement public sortant des biens, du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette. Voilà, donc c'est... En fait, les travaux et ces conclusions-là seront plutôt présentés lors d'un prochain conseil communautaire afin que celui-ci statue sur la proposition de répartition des biens qui sera faite en application des dispositions du dit article du Code général des collectivités territoriales. Du coup, Laurent, tu as quelque chose à ajouter? Non ? Donc, il vous est proposé de donner un avis favorable au retrait de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral du syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme, de valider la proposition de date de retrait de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au 1er janvier 2023 et de m'autoriser à mener les négociations relatives aux conditions et modalités de retrait de la communauté de communes telles que présentées ci-avant. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et je repasse la parole à Bruno pour des ventes. Oui, rebonsoir. Donc la première, c'est une vente de parcelles cadastrées ZT 159 et 129, situées sur la zone économique de la Main-Borgère, sur la commune de Château-Guibert, à l'entreprise Fago. Donc c'est une demande d'autorisation de signature, comme d'habitude. Donc Monsieur Fago, c'est des vignobles bio. Il a d'autres vignobles, un à Reims dans la Champagne et l'autre à Ronay, où il loue un local abritant le chai vignoble qu'il utilise aujourd'hui à proximité des vignes qu'il exploite sur la même commune. Monsieur Fago donc souhaite quitter le bâtiment actuel de son chai pour devenir propriétaire de son bâtiment et construire son propre outil de travail. Et donc il a fait connaître son intérêt pour les parcelles que je vous ai citées précédemment, qui font chacune aux alentours de 3000 mètres carrés. La collectivité donc a proposé à M. Fago d'acquérir les parcelles, donc à la Main-Borgère, au prix de 10 € hors taxe le mètre carré, sachant que le domaine avait évalué à 5 €. Cette acquisition permettrait à la collectivité d'accueillir une nouvelle entreprise actuellement immatriculée à l'extérieur de son territoire. Il est également précisé que dans l'acte authentique de vente comportera une obligation de faire qui reposera sur l'acquéreur, cette charge étant de lancer les travaux dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l'acte de vente. À défaut de la réalisation, la vente sera annulée et le prix restitué. Voilà, ce qui est proposé aux membres du Conseil, c'est donc de céder les parcelles ZT 159 et 129 de 2941 et 2926 mètres carrés sur la zone d'activité économique La Main-Borgère, sur la commune de Château-Guibert, à la société des vignobles Fago, de consentir cette vente selon l'obligation que j'ai détaillée précédemment au prix de 10 € le mètre carré. Les frais notariés, comme d'habitude, sont à la charge de l'acquéreur, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte notarié, ainsi que tous les documents, et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Quelqu'un a-t-il des questions? Oui, Philippe, vas-y. Merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'expliquer de manière courte la position de la commune de Château-Guibert sur cette acquisition. J'ai rédigé un écrit à cette fin parce que le sujet est sensible. Alors, la commune est tout à fait désireuse de voir la zone artisanale située sur son territoire se développer. Et je n'évoque que pour mémoire le critère économique de cette opération, car c'est une compétence de la communauté de communes. Le vote des représentants de la commune n'est donc dicté que par la recherche du maintien de la paisibilité dans la zone artisanale et la commune. Depuis décembre 2021, j'alerte la communauté de communes sur le risque dangereux que représente l'arrivée de cette entreprise. J'ai même été invité à participer à une réunion avec Mme Hibert, M. Fabre et l'acquéreur pour lui expliquer le contexte. Manifestement, cette inquiétude ne l'a pas incité à retirer son projet. Des conditions subjectives, mais avérées, font que l'arrivée de cette entreprise sur le territoire de la commune fait l'objet d'un fort et vindicatif rejet, répété par différentes personnes et entreprises. Nous sommes donc confrontés à une
à un vote difficile, soit privilégier un intérêt économique sur lequel pèsent des incertitudes normales, mais sans doute davantage que la norme, comme en témoigne le court délai de 12 mois donné à l'acquéreur pour lancer les travaux, alors que dans les autres ventes des parcelles, le délai est plutôt de 36 mois. L'autre dualité, c'est donc privilégier l'aspect humain, alors même que l'on a juste le sentiment très réfléchi, pesé et débattu avec le conseil municipal que cette installation pourrait très mal se passer. J'ai bien conscience que voter contre ce projet risque de condamner la communauté de communes à un dédommagement de l'acquéreur candidat du fait d'engagements déjà pris. Cependant, il convient simplement de peser les risques et donc de choisir celui que l'on estime le moindre en ayant comme élément de réflexion le prix de ce dédommagement par rapport au budget de notre communauté de communes et par rapport également au risque financier et à la responsabilité morale qui surviendrait si cette opération aboutissait à des accidents. J'ai également conscience, et cela me navre, que le vote de la commune de Château-Guibert risque de témoigner que l'intérêt communautaire peut s'imposer à un intérêt communal sur un projet propre à son seul territoire, même si le transfert de compétences lui donne ce pouvoir. En conclusion, les délégués communautaires de Château-Guibert vont donc voter contre ce projet face à tous les risques humains qu'il représente. Je voulais porter ces éléments à votre réflexion avant ce vote et je vous remercie de votre écoute attentive. Alors, je suis à votre disposition pour en discuter en off. Oui, voilà, je te remercie Philippe. Après, voilà, c'est un sujet sur lequel nous avons débattu. On s'est rencontrés avec Philippe à plusieurs reprises. Il est venu en bureau aussi pour qu'on en discute, hein, puisque en effet, alors, c'est pas Philippe, c'est pas qu'une... On peut aller en justice hein, sur un dossier comme ceci. C'est pas qu'une indemnité à verser si toutefois nous n'allions pas sur la vente aujourd'hui. En effet, nous on se positionne, et tu l'as très bien exprimé, sur le volet économique qui est notre compétence. Donc on est sur deux champs un petit peu distincts dans l'analyse de ce dossier où nous voilà, on a un porteur de projet, et Bruno pourra le dire. On a connaissance d'un porteur de projet qui a le soutien d'un organisme bancaire, qui a un autre soutien dans son installation. Donc en effet, on se pose, nous, rigoureusement sur le champ économique. On n'est pas rentré dans un champ qui serait plus personnel ou qui serait, alors pas personnel à l'encontre du tout de l'équipe municipale, mais plutôt sur un volet plus humain. Voilà, nous, notre positionnement, et le bureau, on a discuté, l'acceptation du bureau qui a eu lieu, ça a été voté en janvier ou février, et du coup, on s'est laissé le temps, en effet, pour réfléchir, analyser. Tu l'as bien dit, Philippe, on a aussi rencontré l'entreprise, pour discuter avec lui de son projet, et puis du coup aborder un petit peu un volet humain, mais plutôt de relationnel, mais qui ne doit pas rentrer dans ce champ-là à mon niveau, tout du moins à ce niveau-là. Donc voilà, et puis on a poursuivi ce travail avec une entreprise qui est désireuse de s'installer sur la zone. Donc voilà, moi je me permets de vous dire, et j'entends très bien le discours, il n'y a pas d'ambiguïté. Et voilà, nous, la communauté de communes, on s'est posé vraiment sur le champ entreprise, le champ économique, qui est le champ sur lequel on est le seul à avoir à arbitrer. On a votre réponse économique, certes, je l'entends, mais je n'ai pas la réponse des contrats qui sont attribués aujourd'hui à la commune. On doit se prononcer sur un vote sur quelque chose qui risque de perturber énormément le conseil municipal. Je voudrais bien avoir les tenants, les aboutissants de ce sujet. Ça, on peut pas. Enfin, c'est votre public. Enfin, je veux dire, vous permettez. Enfin, je vois pas Philippe exposer ce qui a amené le conseil municipal à. Si, il faut bien qu'on se positionne sur un choix économique. Nous, ici, on est sur un vote économique, et le vote économique, il est porté par la communauté de communes. Moi, je ne peux absolument pas faire rentrer des appréciations. Enfin, c'est juste pas légal. Enfin, j'ai pas le droit de faire rentrer ou des incompatibilités ou des choses sur lesquelles, sur un champ purement économique, j'ai pas connaissance. Enfin, je rencontre le service économique où Bruno rencontre un porteur de projet qui a un projet qui est porté par la banque, qui est porté aussi par un syndicat. Donc, je veux dire, c'est un projet qui est ficelé. Après, voilà, on arrive sur le champ personnel sur lequel moi, j'ai pas à avoir connaissance. Hein.
C'est quand même un peu gênant qu'on laisse carrément de côté la dimension humaine, dans la mesure où ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que tout économique autorise n'importe quelle décision. Non, attendez, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Et je ne parle pas de ce dossier-là parce que je ne le connais pas. Non, alors justement, vous ne le connaissez pas, attention. Non, mais je ne traite pas de ce dossier-là. Moi, si je me permettais d'aller sur ce dossier, on va remonter sur une antériorité d'un passé qui remonte à 10 ans. Moi, je veux bien qu'on le justifie, mais là, on va avoir... Moi, je ne peux pas aller chercher les histoires privées des uns et des autres. C'est juste impossible. Et vous avez tort en me disant, excusez-moi, que ça justifie tout. Non. On ne peut pas... Si je peux me permettre de compléter, c'est-à-dire que concrètement, vous avez un porteur de projet qui se présente à vous. Vous avez des terrains, vous êtes compétent en matière de développement économique. Le porteur de projet, il a une vie personnelle dans laquelle il a pu avoir un passif. Et pour ça, il y a la justice qui a fait son œuvre. Nous, on n'a même pas à le savoir. J'ai envie de dire, ce n'est pas le débat de ce soir. Le porteur de projet, quel qu'il soit, quel que soit son passif à titre privé, il a un projet d'entreprise. Notre rôle, c'est de l'accueillir, parce que si on ne le fait pas, juridiquement, on est en tort. De quel droit, moi, Nicolas Vanier, ou vous, conseiller communautaire, vous allez refuser un porteur de projet parce qu'il a eu un passif, parce que peut-être la justice l'a condamné, mais, excusez-moi, la justice a fait son œuvre. Cet homme-là, aujourd'hui, il a le droit d'exercer. Il y a la liberté d'entreprendre, donc c'est ça le débat. C'est tout ça, c'est ça le débat. Pour le reste, moi je comprends ces inquiétudes, Philippe, on en a parlé. Mais c'est la position qui est la nôtre, c'est pourquoi demain je refuserai un porteur de projet qui veut s'installer sur le territoire. Parce que j'aime pas sa tête. Je le dis comme ça, et on peut pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Et je comprends tes inquiétudes, Philippe. Je comprends. Tu nous as parlé de beaucoup de choses, mais objectivement, comment comment peut-on penser, si on est des élus responsables, on ait le droit de dire non, toi je te veux. Par contre, on sait très bien que c'est pas seulement une question de tête. Juste un point aussi, c'est que le vignoble n'est pas inconnu de la Comcom. Il est sur le site de la Comcom, on en fait la promotion et on le fait dans un certain outil touristique. Donc voilà, quoi, c'est une société qui est venue nous voir, qui est connue de la Comcom et qui fait partie des gens qu'on promeut. Donc il a le support de sa banque, il a le support d'un syndicat. On n'a pas matière. Vous voulez que nous, on aille faire quoi que ce soit contre ça? En fait, quand ce dossier a été présenté en bureau, on avait absolument... Enfin, on a interrogé, on s'est consulté. Est-ce que quelqu'un connaît? Alors, je me tourne vers mes collègues qui étaient plus proches du territoire de Mareuil. Ben non, c'est quelqu'un... Voilà, non, il est vigneron, terminé. Donc, en bureau, évidemment, on a voté en se disant... Et ensuite... voilà, ce qui est normal, la commune de Château-Guibert est venue vers nous en disant il y a eu un passif, ça risque de nous mettre en difficulté, mais c'est un passif qui remonte à il y a longtemps, que j'entends moi aussi, évidemment, on ne peut pas ne pas l'entendre, mais de quel droit quelque chose qui a été traité il y a 10 ans peut s'ingérer dans une décision à porter au niveau économique? Enfin, notre difficulté, elle est... comment je le justifie? Comment est-ce que je peux expliquer? Quand on l'a voté en bureau il y a au mois de janvier, et on en a rediscuté, parce que je pense qu'on le met à tous les 15 jours en réunion de bureau, en se disant on ne veut pas mettre la commune en difficulté, et en même temps, sur quel argument on peut dire que, en effet, il y a eu quelque chose qui a été jugé, le dossier il est clos. Pour nous, on sait que le dossier il est clos. Donc, partir d'un argument, partir sur quelque chose qui a eu lieu, mais qui est jugé. Enfin, chaque personne, à un moment de ce parcours de vie, peut avoir un accident de vie. Est-ce que toute sa vie, il doit se dire, on va me le dire. Enfin, c'est ce côté humain, on n'est pas compétent, on ne peut pas juger les autres. Enfin, il y a une justice qui a fait son œuvre. Et puis, voilà, c'est fait, la page, il l'a tournée. Et aujourd'hui, je ne peux pas ressortir moi, j'ai pas du tout d'argument. Puis ça ne me regarde pas. Enfin, ce qui s'est passé, ça ne me regarde surtout pas. J'entends le raisonnement qui est strictement objectif et j'ai rien à redire contre ça. Oui, l'objectif. Sauf que, voilà, on en a suffisamment évoqué et je suis à disposition de quiconque pour en parler hors caméra, si j'ose dire. On a suffisamment, c'est ce que je vous ai lu, on est
croyez bien que depuis décembre 2021, il ne se passe pas un conseil ou pas une réunion de bureau au niveau de la commune sans qu'on évoque cette affaire-là. Alors après, là du coup on est dans le subjectif. Il y a un tel contentieux entre cette entreprise et d'autres entreprises, ou entre cette personne, entre cet entrepreneur et d'autres personnes, que effectivement la justice est passée. Ceci dit, le verdict pour le moment n'est pas respecté. Je pense que de manière réfléchie, on va au-devant, on court le risque d'avoir des accidents sur ce dossier-là. Et bien sûr qu'on a une responsabilité financière si on refuse aujourd'hui. Je pense qu'on risque d'en avoir une autre ultérieurement si des accidents se produisent. Et puis quand même, moi, ce qui m'interpelle, et quand je dis moi, je parle aussi pour mon conseil, c'est que on est en train, enfin, on va peut-être laisser faire quelque chose en sachant qu'on a un risque grave d'accident. Et je me dis que moralement, il faudra pouvoir le supporter. Pour moi, ça va être très compliqué. Ok, bon, pardon. Vas-y Laurent, excuse-moi. Si ça marche. On parle d'économie, on parle de choix. En fait, le problème, il est légal. C'est la loi. Il y a un principe en France, qui est même un principe européen, c'est le refus de vendre. On n'a pas le droit. La loi l'interdit. Et à partir du moment où un candidat remplit les critères qui font que ces critères respectés, on a dans l'obligation de répondre à sa commande, c'est-à-dire à la vente, le droit est clair. C'est pas une savoir. J'entends ce que vous dites, j'imagine que ça va poser des problèmes derrière, parce que je comprends. Je ne vois pas pourquoi on ne vous croirait pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la communauté de communes n'a pas le droit, n'a pas la loi de son côté. C'est juste ça. Parce que le refus de vente, ça coûte très cher et ça n'existe pas. Alors j'entends effectivement qu'il peut y avoir des soucis que je ne connais pas, mais moraux peut-être, des problèmes à venir, de l'accident, j'imagine, mais en tous les cas, la communauté de communes, aujourd'hui, n'a pas les outils juridiques pour se défaire. Voilà, merci. Bon, écoutez, je pense qu'on a essayé avancer chacun. On comprend, hein, Philippe, ta situation. Là, je vais mettre aux voix, puisque de toute façon, c'est l'objet de cette vente ce soir. Donc, du coup, je ne vais pas relire ce que vient de nous dire Bruno. Donc, je propose donc de céder les parcelles telles que ça vous a été défini tout de suite. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? 2 voix contre. Y a-t-il des abstentions? Attendez. Vous pouvez lever juste un tout petit peu plus. Catherine aussi. Merci. Merci. Donc du coup, 7 voix contre, c'est ça? Non, 7 abstentions, pardon. 2 voix contre, 7 abstentions. 7 abstentions. D'accord, très bien. Je vous remercie. On continue sur les ventes de parcelles et on va sur la commune des Manille-Régnier. Donc c'est monsieur Thomas Marteau, qui est donc gérant d'une société de terrassement à Chanay, qui veut se porter acquéreur de terrains qui sont cadastrés ZM 121 et 124 de 1876 m² et de 2305 m² au 13-15 rue de l'Avenir dans la zone d'activité Les Nouelles. Donc monsieur Marteau est spécialisé dans les travaux de terrassement, d'assainissement et d'aménagement extérieur pour les projets de construction de maisons individuelles, de particuliers, et travaille également en sous-traitance pour les acteurs du bâtiment. Compte tenu de son développement très rapide, l'entreprise de M. Marteau souhaite acquérir donc un terrain pour implanter un ensemble immobilier. Vous avez peut-être pu voir en annexe les documents. Donc c'est un bâtiment qui fait 1000 m², composé de bureaux, de locaux destinés au stationnement des engins, d'une zone de nettoyage et d'une zone de stockage de matériaux. Il y aura des photovoltaïques sur toute la surface du bâtiment. Donc il est proposé de céder les parcelles telles que détaillées dans la zone économique des Nouelles sur la commune de Manille-Régnier à la société Marteau au prix de 15 € le mètre carré.
étant précisé que, comme d'habitude, les frais notariés sont à la charge de l'acquéreur. Et l'acte authentique donc comporte l'obligation de faire qui reposera sur l'acquéreur, qui est le lancement des travaux dans un délai de 36 mois à compter de la signature de l'acte de vente. Il est proposé donc de céder les parcelles de terrain telles que je les ai décrites, de 1876 et 305 mètres carrés, consentis au prix de vente de 15 € le mètre carré, frais de notaire en plus, et d'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Quelqu'un a-t-il des questions? Non. Procéder au vote. Quelqu'un est contre? Non. Abstention? Non. Merci. La suivante, c'est une parcelle cadastrée AB 485 sur la zone d'activité économique La Vigne des Ormeaux sur la commune Sainte-Régonde-des-Noyers à Monsieur Rémi Mathéo. En fait, Rémi Mathéo, donc, c'est une société qui s'appelle l'Écurie Vendéenne. Si vous vous souvenez, en janvier 2021, on avait passé une délibération sur la location-vente de ce terrain à Monsieur Mathéo, la société étant très récente. Il s'avère que la société se développe extrêmement bien, elle commence à être très très connue sur le secteur. Et donc, M. Mathéo voudrait ne pas procéder à la location, mais directement passer à la vente, à l'achat du terrain, au prix que l'on avait délibéré à l'époque de 9,50 € le mètre carré. Donc, ce qui est proposé au Conseil, c'est de retirer la délibération du 21 janvier 2021 portant sur la location-vente de la parcelle, et donc de céder la parcelle à M. Mathéo, comme je l'ai décrit, pour 9,50 € le mètre carré, d'autoriser Madame la Présidente à signer, et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Bruno, il y a un problème au niveau de la vie France Domaine. On est à 28 500 € pour 4 km. C'est ça, par exemple aussi. Comme si ça prenait compte. C'est ce qu'on disait avec Eric, le terrain est cher. Bah ouais. Voilà. C'est très cher, mais c'est vrai, une modification à faire. Il y a une coquille. C'est une coquille. J'espère bien. Voilà. Bon, enfin bon, à part cette coquille. Ça trompe. Par contre, tu n'as pas d'obligation de construire. Ben, c'est déjà construit. C'est déjà complètement construit. Il a plein de voitures dedans. Si vous passez, vous allez voir des très belles voitures, parce qu'en fait, fait des. D'ailleurs, je vous invite à dire au mois de juin. Ici, et là, il y avait une rangée de vieilles voitures magnifiques, des Corvettes américaines, des Ferrari, tout ça. Et il est super connu maintenant sur le territoire parce qu'il fait des courses aussi, et il fait des préparations de voitures de course. Voilà. Vous avez bien vendu la parcelle, monsieur. Merci, monsieur. Donc, il n'y a pas d'autres questions? On va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non. Abstention? Non. Merci. La suivante, c'est une vente de parcelle YO 179 sur la zone économique Moc-Panier, sur la commune de Saint-Gemme-la-Plaine, à la société Métellerie Prézo, qui donc qui veut se porter acquéreur sur cette parcelle qui fait 1688 mètres carrés, qui est située, comme je l'ai dit, sur la commune de Saint-Gemme. C'est un spécialiste dans la fabrication de pièces sur mesure en métallerie, ferronnerie et chaudonnerie pour les particuliers et les professionnels.
Il est actuellement locataire d'un atelier sur la commune de Léroux. La société est en plein essor et il voudrait donc faire un peu comme les voitures. Il veut faire donc l'acquisition de sa parcelle pour pouvoir fabriquer son propre bâtiment sur cette zone économique. Le prix a été proposé, donc était de 17 € du mètre carré, comme tous sur cette zone. Il a aussi donc la charge de construction dans le délai de 36 mois. Voilà, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est très bien. Voilà. Un espace libre, c'est bien. C'est un espace libre, et je pense que l'entreprise est bien et aura une vraie visibilité. Donc ce qui est proposé, c'est de céder la parcelle cadastrée Greco 179, donc pour 1688 mètres carrés, au prix de 17 € le mètre carré, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte notarié, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant lors de la signature du présent acte. Y a-t-il des questions? Non? On va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non? Abstention? Non? Merci. Le suivant, c'est une parcelle de terrain cadastrée ZT 173 située dans la zone d'activité de Ferme Neuve sur la commune de Luçon à la société Fresdi Finance. En fait, pour faire simple, vous vous rappelez qu'on avait déjà vendu les parcelles au-dessus de celle-ci à la SARL Fresdi Finance, et en fait il y a une parcelle dessous qui permettra d'arriver, enfin de faire une petite route qui permettra d'arriver derrière la passerelle plutôt que sur la route principale qui va sur Luçon. Donc c'est une parcelle toute petite qui fait 284 mètres carrés, mais qui permet de désenclaver les deux parcelles qu'on avait vendues précédemment vers l'arrière, sachant qu'elles ont aussi une ouverture sur l'avant. Voilà. On avait à l'époque décidé du prix de 10 € du mètre carré, donc on vous propose la même chose pour cette petite parcelle. Et donc ce qui est demandé ce soir, c'est de céder cette parcelle ZT 173 sur Ferme Neuve de 284 mètres carrés, consentie au prix de 10 € hors taxe, d'autoriser Madame la Présidente à signer et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non? Je procède au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non? Donc, merci. J'ai fini. Suivant la participation de la communauté de communes au programme Ma Prime Sérénité. Et puis du coup, je vais passer la parole à Philippe qui pourra nous en parler comme ça. Point 16, donc concernant l'habitat, donc il s'agit du programme national d'aide à la rénovation énergétique, mais que vous connaissez, qui a été lancé en 2011, qui a pour objectif de lutter contre la précarité énergétique. Et l'État a confié donc à l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, la mise en œuvre du programme Habiter mieux Sérénité. Et dans l'habitat, ils aiment bien changer de nom, en fait. Donc là, aujourd'hui, maintenant, ça s'appelle Ma Prime Rénov Sérénité. Peut-être que dans 2 ans, il y aura encore un nouveau nom, mais c'est plus marrant. Les conditions d'octroi de l'aide sont les suivantes. Donc, être propriétaire d'un logement de plus de 15 ans, utilisé comme résidence principale. Je le dis parce que c'est pas mal aussi de rappeler, parce que c'est quand même des sujets qui sont importants aujourd'hui. Et je pense qu'avec ce qui se passe avec l'actualité internationale, je pense que les uns et les autres, on va avoir de plus en plus de questions par rapport à ça. Donc, être propriétaire d'un logement de plus de 15 ans utilisé comme résidence principale, réaliser un gain de performance énergétique de 35%, donc ça c'est depuis le 1er janvier 2021, et être accompagné par un opérateur agréé par l'ANA. Et ça concerne aussi bien les propriétaires occupants que les propriétaires bailleurs. Donc ça c'est important aussi. La communauté de communes donc, verse 250 € par dossier éligible aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. Et finalement, il vous est demandé de continuer, en fait, que la communauté de communes poursuive son programme d'aide aux propriétaires dans le cadre de la prime Rénov Sérénité. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Le point suivant, on arrive aux ressources humaines, c'est le CST,
Vous savez, un CST doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents. Donc c'est la contraction du CT et du CHSCT. Voilà. Donc il vous est juste proposé ce soir de créer le comité social territorial, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4, en nombre égal avec le nombre de représentants suppléants, de fixer le nombre de représentants de la collectivité à 4, instaurant ainsi le paritarisme numérique, de décider du recueil par le CST de l'avis des représentants de la collectivité, d'instaurer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du CST, de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein de la formation spécialisée à 4, de fixer le nombre de représentants de la collectivité au sein de la formation spécialisée à 4, de décider du recueil au sein de la formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Très bien, je mets aux voix, il y a contre, enfin des abstentions, de toute façon il faut le créer. Merci. Voilà. Ensuite, on a donc une délibération autorisant l'autorité territoriale à ester en justice en cas de contentieux liés aux élections professionnelles. C'est lié en fait à la création du CST, ça en découle, puisqu'il vous est proposé de m'autoriser à représenter le Conseil communautaire pour tous les litiges relatifs aux élections professionnelles CST du 8 décembre 2022 et à faire appel à un avocat en cas de besoin et d'inscrire les crédits nécessaires au budget au règlement des sommes dues au titre des frais d'honoraires et frais d'actes contentieux. Je mets aux voix. Qui des voix contre? Des abstentions? Merci. Le dernier point qui est donc une modification du tableau des emplois. Donc vous avez donc la liste des agents retenus pour bénéficier d'un avancement de grade qui est validée en commission interne du personnel le 21 avril 2022. Je ne vais pas vous détailler, mais vous avez donc ce qu'il convient de créer et puis évidemment dans la foulée ou en face, ce qu'il convient de supprimer. Donc, sur ce premier point. Le deuxième point, c'est le recrutement d'un assistant de gestion comptable pour assurer le remplacement d'un agent qui a été muté. Il convient de créer un grade d'adjoint administratif principal première classe à temps complet et donc de supprimer le grade d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet. Et le troisième point, c'est le recrutement d'un agent sur le poste vacant d'agent de bibliothèque. Il convient de supprimer le grade d'adjoint du patrimoine à temps complet et de créer le grade d'adjoint du patrimoine à temps non complet sur 17h50. Il vous est donc proposé d'autoriser la création et la suppression des grades qui sont inscrits dans le rapport, de modifier le tableau des effectifs actualisé et de m'autoriser donc à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Non, je me vois. Est-il des voix contre? Des abstentions? Non. Hein? Non, je vous remercie. Moi, j'en ai terminé avec le conseil communautaire formel. Juste. Oui, moi j'ai une autre. Vas-y, puis je reprendrai après. Attends, il y a Philippe aussi qui veut. Oui. Je voulais juste passer une information. Pensez à prendre des délibérations avant je crois que c'est le 20 juillet, dans vos communes, concernant le deuxième arrêt du SCOT, si ce n'est pas fait. Bon, si ce n'est pas fait, c'est pas grave, il y aura effectivement tacite. Mais, pardon ? Mais c'est quand même bien d'avoir un avis, ça permet quand même de montrer la cohésion au sein de la communauté de communes. Oui ? S'il vous plaît. C'est-à-dire que vous avez peut-être pris, oui, c'est ça, vous avez anticipé, vous n'avez pas le temps de recevoir la présentation PowerPoint. D'accord, bon, c'est pas grave. D'accord. Dommage. Pardon, Philippe, oui, tu voulais intervenir. Oui, juste deux mots pour remercier les personnes qui se sont abstenues sur la foi de ce que j'ai pu écrire. Parce que voilà, c'est quand même une réflexion collective, sérieuse. Donc merci pour ces abstentions. Ok. René voulait intervenir. Merci Madame la Présidente. Ça tombe bien qu'aujourd'hui on est notre conseil communautaire, puisque vous savez que c'est la semaine de la mobilité. Donc je rappellerai quand même que la mobilité c'est important, c'est une des compétences qui va être primordiale d'ici 2-3 ans. Et j'en parle souvent d'ailleurs.
Maintenant, on sait déjà, mais elle sera beaucoup plus importante d'ici quelques temps. Donc, je voudrais dire quand même que sur les 5 bassins de vie de la communauté de communes, il y a eu des événements. Donc, le premier, c'était à Saint-Hermine, c'était le samedi 14, c'est la fête du vélo. Le pique-nique à Luçon, donc j'étais présent à Luçon, avec le maire de Luçon. Je ne suis pas allé en vélo, non, je suis pas en vélo, mais en tricycle, tu vois, tu vas te faire avoir, toi. Demain, ici même, il y a une manifestation, un pique-nique, et je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est d'ici que c'est parti, la fameuse semaine de mobilité, hein, donc, avec Marielle et tout ça. Et donc, Chaillé-les-Marais, bien sûr. Alors, Chaillé-les-Marais, c'est une commune, mais il y a des réflexions qui vont se faire parce que ça s'est fait un petit peu précipitamment. Je pense que l'année prochaine, on va avoir plus de temps pour le préparer. On aura beaucoup plus de matériel à donner aux enfants. Hein. Il faudra faire un petit budget quand même, monsieur l'envoi de budget. Et puis, rappelez que l'école de Saint-Alégonde, à 80%, ils ont été tous venus. Les parents, les élus, les enfants sont tous venus pour la journée de mobilité. Et ça continue, puisque je vois que les parents viennent aussi en vélo. Ça a été très difficile. Donc je rappelle que le vélo, plus on marche, moins on fait de CO2. Et en plus de ça, quand on marche, maintenant, on a des trottoirs qui produisent de l'énergie. Je rappelle, hein, ça existe. Hein. Voilà. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ok, merci beaucoup, René. Juste un autre petit point, si vous pouviez noter une date dans vos agendas. Aujourd'hui, on est en train d'aller à votre rencontre, hein, de voir tout le monde. On est aussi en train de travailler sur un PPI, de voir un petit peu prospective sur le long terme. Les années Covid, elles ont beaucoup perturbé notre fonctionnement et du coup, on se rend compte qu'on ne se connaît pas bien. Enfin, c'est compliqué, on vient en conseil communautaire, on repart. Alors, en plus, le site n'est pas extrêmement convivial, parlons vrai. On va se retrouver pour boire un petit verre, mais dans un couloir, c'est pas toujours très très agréable. Donc du coup, on vous propose une soirée, une journée. Ça peut me dire cette soirée. Après. C'est un après-midi de travail. Non, un après-midi pour qu'on puisse échanger, peut-être travailler, mais aussi qu'on puisse avancer ensemble sur ce pays, voir comment est-ce qu'on construit la communauté de communes, voir ce qu'on va faire dans les années à venir. Donc ce serait le 6 octobre, c'est un jeudi après-midi, et ce serait plutôt sur le coup de 14h, et on finirait par un moment convivial à partir de 18h, 18h30. Voilà. Le lieu n'est pas déterminé, mais l'idée c'est plutôt si vous pouviez bloquer ce temps d'échange qu'on pourrait avoir ensemble. Hein ? Pas trop. Voilà, donc moi j'en ai terminé, je clôt le conseil. Est-ce que... Pas d'autres annonces, c'est bon ? Oui, pardon, oui. Troc vélo. Ah oui. D'accord, un troc vélo. On échange les vélos. Ah oui. D'accord. Bien ça. Parfait. Très bien, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.